L'amant idéal. Pour la plupart d'entre nous, les rêves de jeunesse se sont effondrés ou effrités avec le temps. Nous avons été déçus par les gens, les circonstances, la réalité en général, qui ne s'est jamais montrée à la hauteur des idéaux que nous avions. L'amant idéal fait fond sur les rêves de jeunesse devenus les fantasmes de l'âge mûr. Vous cherchez le grand amour, une aventure passagère, une sublime communion spirituelle? L'amant idéal se calque sur vos fantasmes. C'est un ou une artiste qui façonne l'illusion dont vous avez besoin, idéalise votre portrait. Dans ce monde de désenchantement et de bassesse, le pouvoir séducteur de l'amant idéal est illimité. L'idéal romanesque. Le rideau allait se lever à l'Opéra de Cologne. C'était un soir aux alentours de 1760. Une belle jeune femme observait le public, assise dans sa loge à côté de son mari, le maire de la ville, un barbon passablement ennuyeux. Grâce à ses lunettes de théâtre, la jeune femme remarqua un bel homme vêtu avec une admirable élégance. Il vit qu'elle le regardait, et après le spectacle, il se présenta. Il s'appelait Giacomo Girolamo Casanova. Il baisa la main de la dame. Celle-ci se rendait à un bal le lendemain soir et lui proposa de l'y rejoindre. « J'y serai, madame, » répondit-il, « et j'ose espérer que vous ne danserez qu'avec moi. » Le lendemain soir, à la fin du bal, la dame était folle de Casanova. Elle avait l'impression qu'il lisait dans ses pensées. Il s'était montré à la fois délicieux et plein d'audace. Quelques jours plus tard, elle le reçut à dîner et, une fois son mari couché, lui fit visiter sa demeure. De son boudoir, elle lui montra dans une aile du bâtiment une chapelle juste devant sa fenêtre. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Casanova ne manqua pas de se rendre à la messe dans cette chapelle le lendemain. Il la revit au théâtre le soir même. Il avait observé, lui dit-il, une porte qui devait sans doute conduire à sa chambre. Elle rit, feignant la surprise. Du ton le plus innocent, il lui expliqua qu'il se débrouillerait pour se cacher dans la chapelle le lendemain. Et, presque sans réfléchir, elle lui souffla qu'elle l'y retrouverait une fois toute la maisonnée au lit. Casanova se cacha dans le minuscule confessionnal de la chapelle. Il y resta tout le jour et la soirée à attendre. Il y avait des rats et nul endroit pour s'allonger. Mais quand l'épouse du maire vint enfin le rejoindre, fort tard, il la suivit jusqu'à sa chambre sans se plaindre. Leurs rendez-vous se succédèrent ainsi pendant plusieurs jours. Du matin au soir, elle ne pensait qu'à lui. Enfin un peu d'aventure dans sa vie monotone. Elle lui apporta ses repas, des livres et de la chandelle pour occuper ses longues et fastidieuses attentes. Il semblait sacrilège de se servir d'un lieu de culte pour ses mauvais desseins, mais cela rendait l'affaire tellement plus excitante. Peu après, cependant, elle dut partir avec son mari en voyage. Quand elle revint, Casanova avait disparu, aussi vite et élégamment qu'il était venu. Quelques années plus tard, à Londres, une jeune femme du nom de Miss Pauline remarqua une annonce dans un journal local. Un monsieur cherchait une logeuse pour louer une partie de sa maison. Miss Pauline appartenait à la noblesse portugaise. Elle s'était enfuie à Londres avec son amant. Mais celui-ci avait été contraint de rentrer au pays et elle attendait, seule, le jour où elle pourrait le rejoindre. Solitaire et désargentée, elle vivait mal sa pauvreté provisoire, elle qui avait été élevée dans le luxe. Elle répondit à l'annonce. Le monsieur s'appelait Casanova. Quel gentleman! La chambre proposée lui plut et le loyer était modeste. Il demanda simplement à Miss Pauline si elle pouvait lui tenir compagnie à l'occasion. L'affaire fut conclue. Ils jouèrent aux échecs, firent des sorties à cheval, parlèrent littérature. Casanova était fort bien élevé, poli et généreux. Sérieuse et idéaliste, la jeune femme goûtait beaucoup cette amitié. Enfin un homme avec lequel elle pouvait converser des heures. Puis un jour, Casanova arbora un autre visage. Agacé, excité, il lui avoua qu'il était amoureux d'elle. Comme elle allait bientôt repartir pour le Portugal rejoindre son amant, ce n'était pas le genre de discours qu'elle avait envie d'entendre. Elle l'envoya faire une promenade à cheval en lui conseillant de se calmer.
Tard dans la soirée, la nouvelle lui parvint. Il avait fait une chute et devait garder le lit. Comme elle se sentait responsable de son accident, elle courut à son chevet et, incapable de se maîtriser, lui tomba dans les bras. Ils devinrent amants la nuit même et le restèrent jusqu'au moment où Miss Pauline dut s'embarquer pour le Portugal. Il ne tenta pas de la retenir, mais la consola, lui expliquant qu'ils s'étaient offert l'un à l'autre un antidote aussi parfait que provisoire à leur solitude, et qu'ils resteraient amis pour la vie. Quelques années plus tard, dans une petite ville d'Espagne, une jeune et jolie fille du nom d'Ignacia quittait l'église où elle venait de se confesser quand Casanova l'aborda. En la raccompagnant chez elle, il lui raconta qu'il avait une passion pour le fandango et l'invita à un bal donné le lendemain soir. Elle avait follement envie d'y aller. Il était si différent des autres hommes de la ville qu'il l'ennuyait à mourir. Ses parents s'y opposèrent, mais elle finit par convaincre sa mère de lui servir de chaperon. Après une inoubliable soirée, Casanova dansait admirablement le fandango pour un étranger. Son cavalier lui avoua qu'il était fou amoureux d'elle. Toute triste, elle lui répondit qu'elle avait déjà un novio. Elle était fiancée. Casanova n'insista pas. Toutefois, les jours suivants, il emmena Ignacia à d'autres bals, à des corridas. À l'une de ces occasions, il lui présenta une duchesse de ses amis avec laquelle il flirta effrontément. Ignacia fut affreusement jalouse. Elle était à présent follement éprise de Casanova, même si son sens du devoir et sa religion lui interdisaient pareille pensée. Après des jours et des jours de torture, Ignacia finit par venir trouver Casanova et lui prit la main. « Mon confesseur a tenté de me faire promettre de ne plus jamais être seul avec vous, » avoua-t-elle, « et comme je lui disais que c'était impossible, il a refusé de me donner l'absolution. C'est la première fois de ma vie que cela m'arrive. Alors je me suis remise entre les mains de Dieu. J'ai décidé, tant que vous êtes ici, d'agir selon votre désir. Quand, à mon grand regret, vous quitterez l'Espagne, je trouverai un autre confesseur. Après tout, mon amour pour vous n'est guère qu'une folie passagère. » Casanova est peut-être le plus grand séducteur de l'histoire. Rares furent les femmes qui surent lui résister. Sa méthode était simple. Quand il en rencontrait une, il l'étudiait attentivement, épousait ses humeurs, découvrait ce dont elle manquait dans la vie et le lui fournissait. Il était l'amant idéal. La femme du maire s'ennuyait, elle rêvait d'aventures sentimentales. Elle voulait quelqu'un capable de faire des sacrifices pour la posséder. À Miss Pauline, il manquait l'amitié, de nobles idéaux, des conversations élevées. Elle voulait un aristocrate généreux qui la traite comme une dame. À Ignacia, il manquait la souffrance et l'angoisse. Sa vie était trop facile. Pour se sentir vraiment vivre et avoir quelque chose de vrai à confesser, elle avait besoin de pécher. Chaque fois, Casanova s'adaptait aux idéaux de la femme qu'il convoitait et concrétisait ses rêves. Lorsqu'il l'avait rendue amoureuse, une ruse banale lui permettait de conclure. Une journée au milieu des rats, une fausse chute de cheval, la rencontre avec une autre femme pour rendre Ignacia jalouse. L'amant idéal est rare dans le monde moderne, car ce rôle est exigeant. Il faut se polariser intensément sur l'autre personne, découvrir ce dont elle manque et ce qui la déçoit. Les femmes trahissent souvent subtilement leurs points faibles. Un geste, le ton de la voix, un regard même. En feignant d'incarner ce qui leur manque, on leur offre leur amant idéal. Cette méthode exige patience et minutie. La plupart des gens sont tellement obnubilés par leurs propres désirs, tellement impatients, qu'ils sont incapables d'endosser ce rôle. Et pourtant, il ouvre des possibilités infinies. Soyez l'oasis dans un désert de gens entichés de leur propre personne. Rares sont les êtres capables de résister à la tentation de suivre celui ou celle qui semble s'adapter à leurs désirs, donner vie à leurs fantasmes. Comme Casanova, votre réputation de procurer autant de plaisir vous précédera, et vous avancerez sans coup férir en terrain conquis.
Cultiver les plaisirs des sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. Me sentant né pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé, et je m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. Casanova. L'idéal de beauté. En 1730, Jeanne Poisson n'avait que 10 ans quand une diseuse de bonne aventure lui prédit qu'un jour elle serait aimée du roi. C'était tout simplement invraisemblable. La petite était roturière. Or, depuis des siècles, le roi ne choisissait ses maîtresses qu'au sein de l'aristocratie. Pire, le père de Jeanne était un coureur fini, et sa mère s'était fait ouvertement entretenir. Heureusement pour Jeanne, un des amants de sa mère était richissime. Il prit la fillette en affection et lui offrit une éducation soignée. Jeanne apprit le chant, le clavecin, la comédie et la danse. Elle montait comme une amazone. On lui enseigna la littérature et l'histoire comme à un garçon. Le dramaturge Crébillon lui inculqua l'art de la conversation. Enfin, Jeanne était belle. Son charme et sa grâce, surtout, la distinguèrent dès son plus jeune âge. En 1741, elle épousa un hobereau. Désormais, elle s'appelait Madame d'Étiole. Elle réalisa alors sa grande ambition, ouvrir un salon littéraire. Tous les grands écrivains et philosophes de l'époque fréquentèrent son salon, séduits par cette ravissante hôtesse. Voltaire, par exemple, devint son ami pour la vie. Jeanne d'Étiole n'avait jamais oublié la prédiction qui lui avait été faite. Elle était convaincue qu'un jour elle conquerrait le cœur du roi. Une propriété de son mari jouxtait un des terrains de chasse préférés de Louis XV. Elle nota les allées et venues du souverain et s'arrangea pour se trouver sur son chemin, toujours fort élégante et avantageusement décolletée. Le roi lui fit porter du gibier. En 1744, lorsque sa maîtresse officielle rendit le dernier soupir, toutes les belles de la cour se disputèrent sa place. Mais Louis XV, émerveillé par la beauté et le charme de Madame d'Étiole, passait de plus en plus de temps avec elle. À la stupeur générale, il en fit la même année sa maîtresse officielle et lui offrit le titre de marquise de Pompadour, avec le domaine qui allait avec. En amour, le roi avait un goût prononcé pour la nouveauté. Il était attiré par la beauté comme un papillon par la lumière, mais il se lassait vite. Chaque nouvelle maîtresse tombait rapidement en disgrâce, et il en prenait une autre. Une fois remise de la commotion qu'avait produite l'annonce de son choix incongru, la cour se consola. Cette Jeanne Poisson ne ferait pas long feu. Le souverain n'avait jamais commis qu'une foucade de plus en prenant une bourgeoise pour maîtresse. Ce que la cour ignorait, c'est que la façon dont la Pompadour avait séduit le roi n'était pas le dernier tour qu'elle avait dans son sac. Les mois passant, le roi rendit de plus en plus souvent visite à sa maîtresse. Au palais de Versailles, il gravissait volontiers l'escalier dérobé qui menait de sa chambre à celle de Madame d'Étiole, et une fois entré, c'était toujours de nouveaux plaisirs qu'il découvrait. La pièce était bien chauffée et agréablement parfumée. La marquise variait ses toilettes, qu'il découvrait chaque fois avec ravissement. Elle aimait les beaux objets, porcelaine de Sèvres, éventail chinois, vases précieux. À chaque visite, le roi s'émerveillait. La jeune femme était toujours de bonne humeur et ne lui faisait jamais le moindre reproche. Tout n'était que plaisir. Et surtout, elle avait de la conversation. Pour la première fois, le roi avait une femme avec qui parler vraiment. Et rire aussi. La Pompadour était fort cultivée et sa voix délicieuse. Si la conversation languissait, elle se mettait au piano et chantait à ravir. Si le roi était soucieux, elle le distrayait en lui confiant ses projets. Par exemple, la construction d'une nouvelle demeure à la campagne. Il la conseillait sur l'architecture, l'arrangement des jardins, la décoration. À Versailles, Madame de Pompadour prit en main l'organisation des divertissements. Elle fit édifier un théâtre privé où chaque semaine étaient données de nouvelles pièces qu'elle-même mettait en scène. Les acteurs étaient choisis parmi les courtisans, mais le rôle de prima donna était toujours tenu par la Pompadour, devenue une des meilleures actrices du royaume.
Le roi ne pouvait plus se passer de ces représentations. Il les attendait avec impatience. La marquise avait bon goût et devint mécène. Elle aida les artistes, mais aussi les philosophes et gens de lettres. Le monarque, qui n'avait jusque-là partagé ses loisirs qu'entre la chasse et les jeux d'argent, passait de moins en moins de temps avec des hommes et devint lui aussi un grand mécène. Ce fut l'époque du style Louis XV qui supplanta celui de son illustre prédécesseur Louis XIV. Bref, les années passèrent et le roi ne se lassait pas de sa maîtresse. Il la fit duchesse et l'influence de la favorite déborda le domaine de la culture pour toucher celui de la politique. Pendant 20 ans, Madame de Pompadour régna autant sur la cour que sur le cœur du roi, jusqu'à sa mort prématurée en 1764, à l'âge de 43 ans. Louis XV souffrait d'un grave complexe d'infériorité. Il avait reçu une éducation qui le préparait au trône, mais comment succéder au roi le plus puissant que la France eût connu, Louis XIV? Le jeune monarque avait fini par renoncer à toute ambition pour s'abandonner au plaisir de la chair, et sa réputation en souffrit. L'entourage de Louis XV savait que pour le toucher, il fallait jouer sur ses plus bas instincts. Madame de Pompadour était un génie de la séduction. Elle comprit que dans les tréfonds de Louis XV sommeillait un grand homme qui ne demandait qu'à s'exprimer. Son obsession du beau sexe révélait une aspiration à des beautés plus durables. Le premier soin de la favorite fut de soulager le roi de son ennui chronique. Les rois s'ennuient souvent. Comme ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont rarement satisfaits de ce qu'ils ont. La marquise de Pompadour concrétisa maints rêves du roi et parvint à le surprendre sans cesse. Elle était dotée de nombreux talents et savait surtout les présenter de façon si adroite que son royal amant n'en voyait jamais les limites. Une fois qu'elle l'eut habitué à des plaisirs plus raffinés, elle sollicita ses idéaux réprimés. Dans le miroir qu'elle lui tendait, il vit son désir de grandeur et le souhait que la France devint le phare de la culture. Ses nombreuses maîtresses n'avaient assouvi que sa sensualité. Avec Madame de Pompadour, il se sentait grand. Les autres favorites étaient faciles à remplacer, mais il savait qu'il ne trouverait jamais une autre Pompadour. La plupart des gens sont convaincus d'avoir une autre envergure que celle qu'ils parviennent à exprimer. Ils ruminent des idéaux avortés. Ils auraient pu devenir artistes, penseurs, chefs spirituels, grands hommes d'État, mais les circonstances leur ont coupé les ailes, interdit d'épanouir leurs talents. Voilà la clé de leur conquête, et surtout d'une conquête durable. L'amante idéale sait comment réaliser ce tour de force. Les séductrices de bas étage n'en veulent qu'aux appétits physiques de leurs amants, lesquels les méprisent de ne faire appel qu'à leurs instincts les plus vils. Misez au contraire sur leurs qualités les plus nobles, sur des beautés plus hautes, et ils ne s'apercevront même pas qu'ils ont été séduits. Ils se sentiront grandis, réalisés, et votre pouvoir sur eux sera dès lors sans limite. L'amour révèle chez l'amant des qualités nobles et cachées, des traits de caractère exceptionnels et rares. C'est pourquoi l'amour est foncièrement trompeur. Friedrich Nietzsche. Les clés du profil. Chacun se fait une idée de la personne qu'il aimerait être ou qu'il aimerait rencontrer. Cet idéal se façonne dès les premières années de la vie, années au cours desquelles s'imprime dans l'inconscient ce qui manque à nos vies, ce que les autres ne nous ont pas donné et que nous n'avons pu nous donner à nous-mêmes. À qui a tout reçu, il manque le danger, la rébellion. À qui a connu le danger, il manque un sentiment de sécurité. À qui n'a obtenu que des satisfactions prosaïques, il manque quelque chose de plus noble, de plus créatif. Notre idéal est l'image de ce qui nous manque. Et cet idéal est caché. Comme la Belle au bois dormant, il attend d'être réveillé. Si nous rencontrons une personne qui semble parer des qualités idéales ou qui a la capacité d'épanouir l'idéal que nous portons en nous, nous tombons amoureux. Telle est la réaction que suscite l'amant idéal.
Il vibre à ce qui nous manque, aux fantasmes capables de nous émouvoir. Il reflète notre idéal, et c'est nous qui faisons le reste en projetant sur lui nos aspirations et nos désirs les plus profonds. Casanova et la Pompadour ne se sont pas contentés de séduire pour avoir une simple liaison physique. Ils ont suscité le sentiment amoureux. Le génie de l'amant idéal, c'est de savoir observer. Allez au-delà des paroles et du comportement conscient de votre cible. Relevez tel ton de voix, telle façon de rougir, tel regard, autant d'indices de ce que les mots n'expriment pas. Souvent, cet idéal se révèle à travers des contradictions. Louis XV semblait ne se soucier que de son tableau de chasse, cerf ou jeune fille, peu importait. Cela ne faisait que dissimuler ce qui le décevait en lui-même. Il aspirait à ce qu'on flatte chez lui ses qualités les plus nobles. L'époque actuelle se prête merveilleusement au jeu de l'amant idéal. Notre société a le culte de ce qui est noble et politiquement irréprochable. Le pouvoir est le sujet tabou entre tous. Bien que ce soit une réalité à laquelle nous nous heurtons chaque jour dans des luttes d'influence, il n'y a dans ce combat rien de beau, de grand, de généreux. L'amant idéal, lui, fait de la sensualité une expérience spirituelle et de la sexualité une expérience esthétique. Comme tous les séducteurs, son jeu est un jeu de pouvoir, mais il cache ses manipulations derrière la façade de l'idéal. Bien peu de gens le percent à jour, et sa séduction dure davantage. Certains idéaux rappellent les archétypes de Jung. Ils sont profondément enracinés dans toute une civilisation et leur emprise est presque inconsciente. Un de ces mythes est celui du chevalier. Dans l'amour courtois médiéval, le chevalier troubadour rencontrait une dame, en général mariée, et se faisait son chevalier servant. Pour elle, il affrontait des épreuves héroïques, effectuait de périlleux pèlerinages, subissait d'abominables tortures, tout cela pour prouver son amour. Certains allaient jusqu'à se mutiler en s'arrachant un ongle ou en se coupant une oreille. Tous écrivaient des poèmes à la dame de leur pensée, lui chantaient des airs splendides, car nul troubadour ne parvenait à ses fins sans enchanter sa belle par quelque talent artistique ou qualité spirituelle. La clé de cet archétype est la dévotion totale à l'être aimé. L'homme qui ne se laisse détourner de sa cour ni par la guerre, ni par la gloire, ni par l'argent, obtient un pouvoir sans limite. Le profil du troubadour est un idéal, car rares sont les hommes qui ne font pas passer en premier leur propre personne et leurs propres intérêts. Obtenir l'attention exclusive d'un tel homme est une satisfaction à laquelle la vanité d'une femme ne résiste pas. Au XVIIIe siècle vivait à Osaka un certain Nissan. Il emmena un jour en promenade une courtisane du nom de Dewa, non sans avoir tout d'abord pris soin d'asperger d'eau les bosquets de trèfles arbustifs, comme s'il venait de recevoir la rosée du matin. Dewa fut très touché par ce joli spectacle. « J'ai entendu dire, susurra-t-elle, que les couples de daims amoureux aiment à s'étendre derrière ces bosquets. Comme j'aimerais en apercevoir. » Il n'en fallait pas plus à Nissan. Le jour même, il fit raser une partie de la maison de la dame pour planter, là où se trouvait précédemment sa chambre, des bosquets de trèfles arbustifs. Pendant la soirée, il fit capturer par des paysans des daims dans les montagnes et en peupla les buissons. Le lendemain matin, Dewa découvrit en s'éveillant la scène qu'elle avait décrite. Quand il fut certain qu'elle était vraiment bouleversée par son geste, Nissan fit arracher les bosquets, relâcher les cervidés et reconstruire la maison. Un des plus grands séducteurs que le monde ait connu, Serge Saltykov, eut le malheur de tomber amoureux d'une des femmes les plus inaccessibles de son époque, la grande-duchesse Catherine, future tsarine de Russie. Chaque geste de la grande Catherine était épié par son mari Pierre, qui la soupçonnait de vouloir le tromper et affectait des domestiques à sa surveillance. Elle était isolée, mal aimée, et incapable d'échapper à cette situation. Le comte Saltykov, un jeune et bel officier, décida de la sauver. En 1752, il se lia d'amitié avec le tsar et entra dans les bonnes grâces du couple de domestiques chargés de surveiller la jeune tsarine.
Il obtint ainsi la possibilité de la voir et de lui faire comprendre ses intentions à mots couverts. Il multiplia les imprudences pour se trouver seul à seul avec elle. Il alla jusqu'à saisir par la bride le cheval de la dame pendant une chasse impériale pour s'enfoncer avec elle dans la forêt. Il avait pitié de son malheur, affirma-t-il, et il ferait l'impossible pour l'aider. S'il se faisait surprendre à courtiser Catherine, il encourait la mort. Le tsar finit par avoir des soupçons mais jamais de certitude. Il se brouilla avec Saltykov, lequel trouva dans cette hostilité nouvelle un surcroît d'énergie et de ruse pour organiser des rendez-vous secrets. Les jeunes gens furent amants 2 ans. Saltykov est ainsi sans nul doute le père biologique du fils de Catherine, futur tsar de Russie sous le nom de Paul Ier. Pierre finit par se débarrasser de son rival en l'envoyant en Suède, où sa réputation de séducteur l'avait précédé. Les Suédoises se bousculèrent pour s'offrir à lui. Sans aller jusqu'à courir d'aussi grands risques, vous serez toujours récompensé si vous faites preuve d'une capacité de sacrifice et de dévouement. Dans les années 1920, le parangon de l'amant idéal s'appelait Rudolf Valentino. Telle était au moins l'image qu'il donnait dans ses films. Chacun de ses actes, offrir un cadeau ou des fleurs à une femme, danser avec elle ou simplement lui prendre la main, dénotait une attention méticuleuse aux détails visant à prouver combien elle comptait pour lui. Le type même de l'homme qui, lorsqu'il courtise une femme, prend le temps d'en faire une expérience esthétique. Les hommes détestaient Valentino. À cause de lui, toutes les femmes se mettaient à en attendre autant d'eux. Car rien n'est plus séduisant qu'une attention sans faille. Elle transcende une banale aventure sexuelle en quelque chose qui confine à l'art, à la beauté absolue. Le pouvoir d'un Valentino, particulièrement de nos jours, tient au fait que les hommes comme lui sont extrêmement rares. L'amant idéal est en voie de disparition, ce qui décuple son pouvoir d'attraction. Si l'idéal des femmes reste le chevalier servant, celui des hommes est un personnage ambigu, l'ingénue libertine. Prenons par exemple les grandes courtisanes de la Renaissance italienne, telle Tullia d'Aragon. C'était essentiellement une prostituée, comme toutes les courtisanes, mais une prostituée capable de dissimuler sa catégorie sociale sous une renommée de poétesse et de philosophe. Tullia était alors ce que l'on appelait une honnête courtisane. Cela signifiait que, comme ses semblables, elle allait à l'église où sa présence à la messe allumait les hommes. La maison des honnêtes courtisanes était un lieu de plaisir, un vrai palais en vérité. La décoration était d'un luxe merveilleux, foisonnant d'œuvres d'art et d'impressionnantes bibliothèques où Pétrarque le disputait à Dante. Ce qui grisait les hommes de passage, c'était de coucher avec une femme non seulement sensuelle, mais dotée des qualités d'une mère idéale, associée à l'esprit et à l'intelligence d'une artiste. Tandis qu'une prostituée ordinaire suscitait le désir, mais aussi le dégoût, l'honnête courtisane faisait des choses de l'amour un domaine sublime, presque innocent, édénique. Ces femmes avaient sur les hommes un pouvoir immense. Elles demeurent aujourd'hui encore un idéal difficile à atteindre, car elles avaient beaucoup à offrir, et dans des domaines bien différents. Leur secret résidait dans leur ambiguïté. Elles se dédiaient au plaisir de la chair, mais avec ingénuité, et sous des dehors de haute spiritualité et de sensibilité poétique. Ce mélange exerçait une intense fascination. La polyvalence de l'amant idéal lui ouvre des possibilités qui ne se limitent pas au domaine de l'érotisme. En politique, Talleyrand joua un peu le rôle d'amant idéal auprès de Napoléon. Il était pour l'empereur à la fois un ministre et un ami, et c'était un authentique aristocrate qui savait parler aux dames, 2 qualités dont Napoléon était dépourvu. En 1798, Talleyrand, alors ministre des Affaires étrangères, organisa chez lui une fête en l'honneur des éblouissantes victoires du jeune général Bonaparte lors de sa campagne d'Italie. Jusqu'au jour de sa mort, Napoléon garda le souvenir de cette soirée, la plus belle à laquelle il eût jamais participé. Ce fut grandiose. Fort subtilement, Talleyrand avait fait placer des bustes romains dans toute sa demeure. Son discours évoquant la gloire impériale de la Rome antique toucha une corde sensible chez le Corse. Quelques années plus tard, il se couronna empereur
geste qui rendit Talleyrand encore plus puissant. Le secret du ministre était sa capacité de lire à livre ouvert dans l'esprit de son maître. Celui-ci aspirait à être empereur, dictateur. Talleyrand lui avait présenté un miroir et soufflé le mot à l'oreille. 9 hommes sur 10 sont sensibles aux insinuations qui flattent leur vanité. Faites allusion à ce à quoi ils aspirent. Révélez votre confiance dans un potentiel que vous voyez en eux, et ils vous mangeront dans la main. Si l'amant idéal a le génie de séduire la personne qu'il courtise, en sollicitant ce qu'il y a de plus noble en elle, un rêve perdu depuis l'enfance, les hommes politiques appliquent ce talent à l'échelle du pays, à leur électorat. C'est ce que fit J.F. Kennedy avec l'Américain moyen, en s'entourant d'une aura évoquant celle de la cour légendaire du roi Arthur à Camelot. La métaphore de Camelot ne fut explicitement employée à propos de sa présidence qu'après sa mort, mais l'image romantique de beau jeune homme dynamique qu'il cultiva délibérément sa vie durant fonctionna parfaitement tout au long de sa carrière. De façon plus subtile, il manipula également les images de la grandeur de l'Amérique et de ses idéaux perdus. Pour beaucoup d'Américains, la richesse et le confort acquis à la fin des années 1950 ressemblaient à une décadence. Conformisme et bien-être matériel avaient, pensait-il, étouffé l'esprit pionnier du pays. En 1960, Kennedy ressuscita cet âge d'or révolu en plaçant une nouvelle frontière à l'horizon de ses concitoyens, la conquête de l'espace. L'instinct d'aventure des Américains pouvait trouver là un exutoire, même s'il était largement symbolique. Les autres appels que lança Kennedy pour le service du pays, par exemple la création du Peace Corps, dont les volontaires partirent dans le monde entier, ravivèrent le sentiment fédérateur qui manquait aux Américains depuis la Seconde Guerre mondiale, celui d'avoir une mission à accomplir pour le monde. Kennedy souleva plus de passion que ne le fait généralement un président. Ses compatriotes tombèrent littéralement amoureux de lui et de son image. Les politiciens peuvent exercer un pouvoir de séduction en exhumant du passé national images et idéaux refoulés ou tombés en désuétude. Ils n'ont besoin que du symbole, sans se soucier de recréer la réalité sous-jacente. La chaleur des émotions que soulèvent ces images suffit à leur garantir le succès. Le symbole de l'amant idéal est le portraitiste. Son œil fait disparaître les défauts physiques. Il exalte les nobles qualités de son modèle, en fait un mythe, l'immortalise. En échange de cette capacité à créer de tels rêves, il est investi d'un immense pouvoir. Les dangers. Le principal danger qui guette l'amant idéal, c'est la réalité. En idéalisant votre propre personnalité, vous créez une illusion. Et cette construction est fragile, car nul n'est parfait. Si vos défauts se trahissent, ils feront éclater la bulle que vous avez gonflée, et la personne que vous avez tenté de séduire vous méprisera. Chaque fois que Tulia d'Aragon fut prise en flagrant délit de vulgaire prostitution, c'est-à-dire n'offrir ses faveurs que pour de l'argent, elle fut obligée de déménager et d'aller s'installer ailleurs. Sa noble image de grand esprit était pulvérisée. Casanova n'échappait pas à cet écueil, mais il se débrouillait pour rompre avant que sa maîtresse ne réalise qu'il n'était pas l'homme qu'elle croyait. Il trouvait quelques prétextes pour quitter la ville, ou mieux, jetait son dévolu sur une femme elle-même en instance d'exil. Pressée par le temps, celle-ci idéalisait alors son amant avec encore plus de frénésie. Le train-train quotidien a de quoi éroder n'importe quelle perfection. Alfred de Musset avait été séduit par George Sand, dont la personnalité flamboyante plaisait à sa nature romantique. Lors du voyage du couple à Venise, George Sand eut une crise de dysenterie. Là, la muse souffrait de petites misères fort peu appétissantes. Musset lui-même se montra génial et infantile pendant tout le séjour. Les amants se séparèrent. Après quoi, ils s'idéalisèrent mutuellement de plus belle et retombèrent dans les bras l'un de l'autre quelques mois plus tard. Quand la réalité fait irruption dans le rêve, l'éloignement est souvent une solution. En politique, les dangers sont analogues. Des années après la mort de Kennedy,
Une série de révélations écornèrent son mythe. Ses adultères à répétition, sa façon de pousser la diplomatie jusqu'aux limites de la guerre, etc. Pourtant, malgré une image ternie, les sondages successifs ont montré qu'il a conservé le respect du peuple américain. Le cas Kennedy a toutefois cela de particulier peut-être que son assassinat a fait de lui un martyr, renforçant du même coup un processus d'idéalisation déjà en cours. Il n'est toutefois pas le seul exemple d'amant idéal dont l'attrait a survécu à des révélations ignominieuses. Ces personnages libèrent des fantasmes si puissants qu'on ne les oublie pas du jour au lendemain. Les gens ont une trop bien grande fringale d'idéaux et de mythes. Quoi qu'il en soit, mieux vaut vous assurer que vos côtés prosaïques ou sordides ne sont pas trop voyants.